Alors moi, je crois que je vais être très en retrait sur cette table ronde, puisque je vais donner la parole à, j'oserais dire, mes consoeurs, hein, puisque c'est le thème de cette journée, autour de cette thématique de la sorcière. Ce qu'on a prévu, c'est que chacune va pouvoir prendre la parole entre 15 et 20 minutes maximum. Ça va être assez rapide, mais on aimerait privilégier un temps d'échange avec vous. Donc, l'idée, c'est qu'après chaque intervention, il puisse y avoir quelques questions, peut-être quelques échanges aussi au sein même de la table ronde. Et puis, à la fin de leurs interventions, on va essayer d'avoir un échange peut-être plus global sur ces trois approches qui sont, vous le verrez, assez différentes, à la fois historiques, à la fois plus personnelles, qui concernent aussi les pratiques d'une artiste. Donc je vous présente nos trois intervenantes. À ma droite, Danielle Gutmann. Danielle, donc vous êtes professeure à l'ESA d'art, vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la sculpture du 19e et 20e siècle, professeur d'histoire du campus Havrais de l'ESA d'art. Vous êtes aussi, vous avez publié différents textes sur Rodin, sur Rothko, sur Warhol, sur l'art à Vienne, ainsi que sur différents artistes contemporains. Et vous donnez des conférences donc, sur l'art du XXe siècle, notamment ici à l'ESA d'art et dans différentes, je crois, dans différentes universités où on vous invite à l'ESA d'art, essentiellement à l'ESA d'art. Lucille Bréard, qui est au centre. Vous êtes artiste pluridisciplinaire, vous êtes docteur en esthétique, agrégé d'art plastique et d'histoire des arts. Vous avez récemment reçu la qualification de CNU de maître de conférence et vous travaillez également au Centre régional d'art contemporain de Sète, le fameux CRAC de Sète. Vous êtes membre associé au laboratoire CRISE, je ne sais pas si on le prononce comme ça, de l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Et vous gérez notamment la revue d'esthétique en ligne esquisse.eu. Et vous nous parlerez, pardon, je n'ai pas dit de quoi vous allez nous parler, Daniel, mais je vais le dire juste avant que vous preniez la parole. Lucille, vous nous parlerez du corps performatif féminin dans l'espace urbain. J'en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai nous donner toutes les informations et tout le développement. Et enfin, Alice Baude, artiste et poète. Vous êtes une ancienne étudiante du master de création littéraire et vous, pour celles et ceux qui étaient au Havre il y a quelques années, vous étiez l'autrice de l'installation H2O, cette très belle installation dans le bassin au Havre qui s'appelait Le liquide pour seul réel, enfin, qui s'appelait H2O, c'était le titre exact, et H2O égale $, le liquide pour seul réel. Donc vous allez nous parler de différentes choses tout à l'heure. Je ne résume pas votre intervention qui va être aussi assez complète. On peut peut-être démarrer tout de suite avec Danielle. Danielle, je vous invite donc à rejoindre. Danielle doit se mettre derrière son ordinateur parce qu'elle va présenter quelques images et elle va notamment et essentiellement nous parler de l'artiste Magdalena Abakanowicz qui, on en discutait, est une artiste qu'on a un peu perdue, je dirais pas qu'on l'a perdue de vue, mais c'est pas une artiste forcément dont on parle beaucoup en ce moment et pourtant elle a notamment une actualité et puis elle a une nouvelle lecture aussi au travers de votre propre analyse, donc c'est très intéressant de se plonger dans l'univers de Magdalena Abakanowicz. Je vous laisse la parole, Daniel. On peut peut-être vous interrompre si jamais il y a une question brûlante, mais on va plutôt vous laisser dérouler votre intervention. Et puis, moi, malheureusement, je serai un censeur si jamais vous débordez un petit peu trop sur le temps de partage de la table ronde. Je vous passe la parole, Daniel. Merci. Bonjour. Je pars du constat bien connu, celui de la grande absence des femmes artistes dans l'espace public pendant des décennies et des décennies, quelle que soit leur fonction, qu'elles soient statuifiées en tant qu'individus remarquables et non pas en tant qu'allégorie, ou qu'elles soient des artistes répondant à des commandes publiques, elles ont tout simplement été absentes pendant très très longtemps. Lorsqu'on demande à Camille Morino, qui est la conservatrice et commissaire d'exposition, créatrice du site Aware, que je pense nous connaissons tous, c'est-à-dire Archives of Women Artists Research and Exhibitions, donc un site sur lequel et qui recueille le plus d'informations possibles sur les femmes artistes. Ce site a été créé en 2014. Cette même personne, Camille Morino, qui a organisé l'exposition Elle, Centre Pompidou en 2009, et bien d'autres expositions sur les femmes artistes, on lui pose la question: quels sont selon vous les prochains grands chantiers en faveur de la reconnaissance et de la visibilisation des artistes femmes ?
Elle désigne 2 domaines. Je dirais les foires, ce sont des lieux importants où se rencontrent artistes, galeries et collectionneurs. Et un autre plafond de verre est la question des femmes et de la commande publique. L'espace public est très genré, très masculin, et il faudrait écrire l'histoire de ces femmes qui ont réussi malgré tout à répondre à des commandes publiques. Et aussi l'histoire de celles qui, bien qu'elles en aient été capables, n'ont pas été invitées à le faire. Donc voilà, c'est à partir de ce constat que j'aimerais apporter ma petite contribution en vous présentant très rapidement et de manière fragmentaire le parcours de l'artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, qui est née en 1930 et qui fut l'une des pionnières de l'art dans l'espace public. C'est une personnalité qui a été internationalement reconnue dans le domaine de la sculpture, et ce, dans 2 pratiques très différemment genrées. D'abord celui de la tapisserie, mais c'est un mot qui n'est plus très adéquat, on a plutôt parlé de art textile, pratique plutôt archétypalement féminin, et celui de la sculpture et de l'environnement dans l'espace public, plus habituellement masculin. En fait, elle aurait pu dire comme sa contemporaine, son exacte contemporaine Niki de Saint-Phal, j'obéis à mon besoin pressant de montrer qu'une femme peut travailler à une échelle monumentale. Elle a dit ça à propos de la création de son parc de sculpture, le Jardin des Tarots, en Italie. Donc, cette monumentalité et le rapport à l'environnement architectural et urbain des œuvres de Abakanowicz a contribué à mettre en cause une vision traditionnelle qu'on se faisait des œuvres des femmes artistes, faites de petits formats, de visions intimistes, de travail privé et solitaire et de fonctions décoratives. Donc je vais vous parler un peu de Magdalena Abakanowicz. Donc elle est née en 1930 dans une famille aristocratique. Elle va connaître la guerre et quand les Allemands occupent la Pologne, sa famille s'installe loin de Varsovie dans la forêt. Elle passe donc son enfance à la campagne. Après-guerre, elle devient assistante infirmière. Elle doit mentir sur ses origines aristocratiques pour pouvoir étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, qui ont pour critère le réalisme socialiste, puisque les soviétiques avaient envahi la Pologne. Elle va survivre dans des conditions très difficiles, en travaillant, donnant son sang aux hôpitaux. Et toutes ces conditions matérielles vont avoir un effet sur son œuvre, et ce depuis le départ. En 1954, elle est diplômée des Beaux-Arts de Varsovie, avec une spécialisation dans le domaine du tissage. Une fois son diplôme en poche, elle réalise des gouaches monumentales, ce que je vous montre ici, 1960, sur des cartons ou sur des toiles. Elle peint sur le tissu, pour des raisons de place. Elle pouvait les rouler et les ranger dans sa chambre, qui était minuscule. Puis elle rejette le côté un peu qu'elle appelle irréel de la peinture pour un travail du tissu. Mais elle refuse les règles du tissage. Elle préfère travailler sur un métier improvisé. Voilà une photo d'elle en 1966. Et elle va donc développer ce travail du tissage dans des formes comme celle-ci, composition de formes blanches, 1962, et c'est le moment où elle va être reconnue à la première biennale de la tapisserie à Lausanne. En fait, elle explore de très nombreux matériaux. Elle dit qu'il n'y avait pas de matériaux en Pologne, à l'exception des cordes de sisal. Nous devions les rompre, dit-elle, colorer les fils, leur donner une nouvelle forme en les tissant. Donc elle va fabriquer des tissus de sisal, ça vient de la Gave, et puis ça servait à ficeler les bottes de foin à la campagne, et d'autres fibres naturelles comme le chanvre, le jute. Et elle travaille sans dessin préalable, en improvisant. En 1967, elle va créer ses premières sculptures totalement spatiales. Ici, Abakan, grand noir,
et elle les suspend au plafond, puisque là, il ne s'agit plus de forme bidimensionnelle, mais de volume. Et elle est intéressée par la texture, les impuretés de cette texture, les bosses, et elle laisse souvent pendre les fils de la toile. Elle dit « Je construisais des surfaces en cisale, épaisses et irrégulières, puis je les cousais pour en faire un large objet tridimensionnel. » Et elle ajoute « Œuvres monumentales, fortes, souples et érotiques, elles sont devenues ma réalité, protestant contre la norme établie des sculptures. Il n'existait rien de comparable. Par la suite, elles ont été appelées Abacanes, d'après mon nom de famille. » Donc, ceci ouvrira toute une série d'œuvres qui s'appelle Abakane, du nom de sa famille, et ce d'autant plus que son père était un russe d'origine tatare et lui avait beaucoup parlé dans sa jeunesse des tentes et de ces choses nomades, des tapis, des tentes de ses ancêtres mongols. Et c'est quelque chose qu'elle cite. On a interprété l'abakane grand noir comme une forme explicitement vaginale, en tout cas c'est le commentaire que donne le Centre Pompidou, le Musée national d'art moderne. Une forme énorme, puissante, et qui donnerait à la femme sa signification mystique, primitive. En tout cas, ce que dit Abakanovitch, c'est que l'intérieur invisible, dont on ne peut être sûr, est aussi important que quand il s'ouvre pour tout le monde, permettant la pénétration physique. Donc ce sont des formes entre figuratif et le naturel, comme des animaux, des figures, tout en étant aussi abstraites. Voilà un autre abakane de Bienne. C'est une commande de la ville de Bienne, et donc qui évoque aussi des protections, des contenants, des enveloppes. L'interprétation du ventre primordial a été souvent développée. Et je vais vous montrer plusieurs abakanes. Le rouge, l'abakane rouge, donc des œuvres monumentales, des sculptures. Alors on se demandait comment appeler ces objets-là, parce que ça venait de la tapisserie. Dans les années 60, on a évoqué le mot de tapisserie nouvelle, mais petit à petit, ce terme a été délaissé et on a été amené à parler de fiber art ou art textile. C'est en 69 que ce type d'œuvre va être exposé au MoMA pour la première fois dans un musée d'art contemporain, et non pas dans une biennale de tapisserie. Donc c'est un bouleversement très grand, parce que dans le fond, on voit comment une pratique qui démarre par la tapisserie va aboutir du côté de l'art contemporain, ce qui fut aussi le cas du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a été le seul en France à s'ouvrir à ce médium pendant les années 1981-88. Alors comment on les a appelés, ces artistes-là? Parce qu'il y avait quelques autres artistes qui ont travaillé dans ce sens-là, d'un art textile, sculptural, monumental. On les a appelés les Pénélopes des pays de l'Est. Avec Jagoda Buick, qui était croate, et puis mais il y avait aussi des Américaines, Sheila Hicks, qu'on connaît peut-être mieux. Donc tout ça redéfinissait la notion de tissage et les techniques de la tapisserie. Et on peut dire que peut-être ce travail a été aussi important que l'œuvre de Entaille, à la même époque, ou de groupe support surface. C'est-à-dire pratiquer des nouveaux gestes, des ligatures, des pliages, des déchirures, des coutures, des brûlures, dans un art de la souplesse. Elle a reçu, avec ses abakanes, la médaille d'or de la Biennale de Sao Paulo en 1965, et à partir de là, sa carrière est lancée sur le plan international. Je vous montre ici une commande qu'elle a reçue de
qui s'appelle Bois-le-Duc, de la ville de Hertogenbosch, qui veut dire Bois-le-Duc. Et l'œuvre s'appelle La Forêt, donc vous voyez la monumentalité de cette œuvre absolument considérable qu'elle a eue en 1970. En 70, toujours, ça va être une année charnière. Elle collabore avec des réalisateurs de cinéma, Brzozowski et Moucha, pour le film qui s'appelle Abakani, qui présente ces Abacanes de manière différente, comme vous le voyez, de manière assez étonnante, installés sur les dunes de la Baltique. Et on voit donc les gens soit les installer, soit se déplacer autour de ces grands objets, et les ramène vers la dimension des tentes et de ces habitats nomades. Et donc c'est intéressant parce que là on voit qu'elle va à l'extérieur. Je me dis que ce film est peut-être l'articulation avec ce qui va suivre, c'est-à-dire un regard vers l'espace public. En 1970, elle reçoit un atelier de la part de l'État polonais et commence à réaliser des figures. Des figures à partir de tissus existants, des sacs en jute troués, qu'elle presse avec de la glu dans un moule de plâtre pour en faire une sculpture. Ici, vous voyez le côté dos d'un corps, et elle durcit, donc elle fossilise cette fibre qu'elle manipule depuis déjà quelques années. Et elle les place, ces corps, de manière collective, non pas individualisée, dans des grandes installations. Donc elle passe de l'installation, on va dire, d'art textile vers l'installation sculpturale, à une époque où on parle des premiers environnements, c'est le mot environnement qu'on utilisait davantage. Et elle réalise cet ensemble de 80 sculptures qui représentent des dos négatifs parce qu'ils sont creusés. Ce sont que des coques et creuses du côté où on ne les voit pas sur cette image. Elle dit que cette manière de les présenter représente le mieux pour elle la réalité coupée par le rideau de fer. Je vous donne une citation. Je m'intéresse à l'homme en général. À la Biennale de Venise, à Dublin, à Paris et ailleurs, ceux qui ont vu les dos, donc cette installation, m'ont demandé: est-ce Auschwitz? Est-ce un rite religieux au Pérou? Est-ce la danse du Ramayana? Toutes ces questions peuvent avoir une réponse affirmative, parce que les séries parlent de la condition humaine en général. Et donc elle s'est consacrée à ces sculptures qu'elle rassemble dans des foules. Les foules vont être son sujet. Celle-ci s'appelle Debout. Donc des figures acéphales, parcourues de coutures qui disent quelque chose des blessures. Et elle va développer ce travail des foules vers le bronze grâce à un collectionneur italien, Giuliano Gori, qui avait une propriété près de Pistoia, en Toscane, et qui, pour sa villa et sa propriété, commençait à commander, à partir des années 1980, des œuvres à des artistes contemporains, en leur demandant qu'ils se lancent dans des expériences nouvelles. Et Magdalena Abakanowicz s'est lancée dans cette expérience nouvelle que consistait de travailler le bronze. Donc elle quittait quelque part, en partie en tout cas, le rapport au tissu pour réaliser sa première œuvre dans l'espace public qui s'appelle Catharsis 1985, où elle a choisi un terrain, non pas dans le parc romantique du propriétaire, mais un peu sur les bords, près des oliveraies, pour planter ces 33 hommes arbres. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle les appelle, mais on pourrait le rapprocher. Ils ont été travaillés à partir dans du polystyrène, donc c'est une autre technique, avec un couteau de cuisine. D'où le côté un peu anguleux et un peu brutal. Et elle a choisi ce terme de catharsis, c'est intitulé
pour signifier cette fonction purificatrice qu'elle assigne à son œuvre. Elle veut devenir une sorte de chamane qui assure, et qui assume la souffrance et les culpabilités collectives. Elle dit à toutes les plus antiques peurs de l'homme, j'ajoute la mienne. Donc la pratique du bronze a été pour elle un changement radical, car c'est ce matériau qui allait lui permettre de recevoir de nouvelles commandes en extérieur. Donc je vais vous montrer quelques-unes parmi ces commandes, mais pas toutes. Ça c'est le côté, le recto du verso, ou le verso du recto de Catharsis. Donc vous voyez le côté creux. Elle a reçu des commandes où elle a pu aussi répondre avec des matériaux comme la pierre, les pierres pour des espaces naturels, mais je ne vais pas parler de cela. Je passe directement à une commande importante qu'elle a reçue de Hiroshima, du musée d'art contemporain de la ville d'Hiroshima, en 1993, où elle a réalisé cet espace des êtres calmés. Donc c'est un monument permanent sur la terrasse du musée, sur une colline qui domine la ville, et lieu dont on dit que les gens avaient cherché un abri après l'explosion nucléaire, et beaucoup moururent à cet endroit-là. Voilà une vue de profil. Cette commande a été très emblématique pour elle. C'est le symbole de toutes les tragédies. Et donc ça a été extrêmement important. Elle a répondu à d'autres commandes de figures debout, mais je vais aller directement à la dernière, Agora, la plus importante. Agora, c'est sa dernière commande pérenne à Chicago, au Grand Park de Chicago, 2006, qui comprend 106 figures en acier, qui mesurent 2,70 m de hauteur. Et toute l'installation fait 91 mètres de long. Donc c'est une des plus importantes installations en extérieur de Chicago. Vous avez des figures immobiles. Alors là, vous voyez que les figures ne sont pas orientées dans le même sens, dans la même direction. Certaines sont immobiles, certaines sont en position de marche, avec différents types de regroupements. Ça s'appelle Agora, donc il s'agit d'une autre teneur. On n'est pas à Hiroshima. C'est un lieu de la démocratie grecque, publique, un lieu de réunion, un lieu de rencontre. Et certains critiques d'art y voient plutôt non plus la terreur des foules, ce qui avait été son cas, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est ce qu'elle a vécu durant sa jeunesse, à regarder les foules, et elle en parle. Elle parle des foules qui adorent un dictateur ou des foules qui dégagent de la haine. Elle dit elle en a vu des hommes et des femmes qui levaient les bras. Là, on est dans un autre cas de figure qui se déploie dans des sens, des directions différentes, comme un symbole de la démocratie. Pourquoi Chicago? Parce qu'il y avait une très importante communauté polonaise, américaine, là-bas. Alors, Magdalena Bakanowicz a eu une reconnaissance très grande de son vivant. Elle est décédée en 2017, tout en vivant à Varsovie. Et ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est qu'on dit dans les textes d'histoire de l'art, dans certains textes, qu'elle a eu de l'influence sur des artistes, hommes. C'est très rare de lire des choses comme ça. Et donc je voulais vous montrer une œuvre de Kader Attia, qui appartient au Centre Pompidou, qui s'appelle Ghost, artiste français, et qui a grandi dans un environnement multiculturel et qui s'est directement inspiré des dos de Magdalena Bakanowicz pour évoquer aussi des situations d'aliénation culturelle.
Mais on pense, certains historiens de l'art pensent qu'elle a aussi influencé d'autres artistes. Et ben, j'ai fait une découverte en faisant cette recherche, parce que c'est la première fois que j'entendais dire qu'une artiste femme avait influencé des artistes hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup Daniel pour cet éclairage passionnant sur Magdalena Bakanovic. Et merci aussi pour cette tenue sans montre d'un délai exact de 20 minutes. Bravo, un grand professionnalisme de votre part, Daniel. Comme vous n'avez pas débordé, on peut peut-être en profiter pour échanger si vous avez quelques questions dans le public avant de donner la parole à Lucille Bréard. Je ne sais pas si à chaud, vous avez des questions à poser à Daniel Gutmann. Je vous remercie pour cette communication tout à fait passionnante. J'aurais une question par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Vous avez parlé de 33 hommes arbres et de 106 figures. Est-ce que ces chiffres correspondent à quelque chose de très précis ou pas? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai lu aucun texte qui évoquait ces nombres particuliers. Il y avait surtout l'idée, quand j'ai cité ces chiffres, c'est d'insister sur le fait que c'est assez rare, dans le fond, des sculpteurs qui travaillent sur la foule. On a été habitué dans l'espace public à des figures uniques ou des petits groupes. Or, la foule est un sujet politique de premier ordre, un sujet public. Donc, c'est vraiment un sujet original. Et j'imagine que, après, ça dépend du site, du lieu qu'on lui offre, des moyens, de beaucoup de critères. Voilà. Pas d'autres questions au sujet de Magdalena Bakanovic. Je veux dire à chaud maintenant, on aura aussi l'occasion à la fin des communications d'échanger. Daniel, si vous le permettez, d'abord je vous remercie encore une fois. Je passe la parole à Lucille Bréard. Alors on va passer du corps entre guillemets statique et sculptural de Magdalena à celui d'un corps peut-être plus vivant, qui est celui du corps performatif, du corps dans l'espace public, qui s'exprime par la performance, avec cette communication de Lucille Bréard, dont je vous rappelle, là je fais un petit travail de meublage pendant que la technique se met en place, que Lucille est à la fois artiste et docteur en esthétique, agrégé d'art plastique et d'histoire des arts. Lucille a traversé la France entière pour cette communication, en période de grève, puisqu'elle venait de Montpellier. Elle a elle-même réalisé une performance pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. On peut aider Lucille ou pas? Techniquement, on peut l'aider? Ah oui, ça se passe très bien en fait, Lucille. Il suffit de faire... Sinon, tu mets affichage... tu vas dans affichage en haut à gauche. Dans ton menu, voilà. Magnifique. Lucille, je vous passe la parole, si vous vous sentez prête, et je ne vous décompterai pas ce temps technique dans votre temps de parole, parce que je suis extrêmement... Alors bonjour, voilà, je vais vous parler du corps de la femme artiste dans l'espace urbain
à travers la performance, donc le corps même de la femme artiste, puisque dans l'art contemporain et dans l'art en général, il y a beaucoup de représentations du corps féminin, mais je trouvais intéressant de prendre ce parti pris-là à travers la figure de la performance. Donc, parler également de la sorcière, à partir de cette œuvre de Klara Krystalova, qui pour moi en fait est une sorte de réappropriation de cet espace urbain, de la sorcière, qui, on se souvient dans l'histoire médiévale notamment, des sacrifices et des bûchers qui avaient lieu sur les places publiques, donc dans les villes, notamment avec cette représentation très ancienne d'une persécution des sorcières. On pense aussi à Marguerite Porrette, qui a été brûlée du coup à Grève en 1310. Et je vais donc parler de cette figure-là sous plusieurs approches. Déjà, la sorcière comme un lien entre la société humaine, à travers donc le corps également, et la nature. L'œuvre de Kristina Krystalova parle de ces trois choses-là: le corps de la sorcière que l'on voit, qui est représenté, la ville à travers l'architecture sur laquelle elle est posée, et également l'environnement naturel propre à la ville du Havre, avec cette exposition aux éléments naturels, l'eau, le vent, puisque c'est une girouette, le soleil, etc. Ensuite, il y a la question des sorcières modernes en tant que faiseuses de liens, puisque la contrainte ici de recherche que nous avons, c'est les sorcières dans l'espace urbain, et l'espace urbain est un lieu de partage, de mise en commun, mais cela permet aussi le retrait de chaque individu dans son intimité, dans sa maison, mais la rue, l'espace public, reste un lieu d'échange. Et ensuite, il y a la question des ensorceleuses du réel, en mettant en évidence le pouvoir de l'art, puisque dans ensorceleuse, le sort, du latin sortis, donc la question du destin aussi, de la préoccupation en fait de l'humanité et de ses enjeux. Donc ici avec l'œuvre de Alice Baude sur la mise en évidence de l'eau et de cette ressource vitale et essentielle. Et en même temps, à travers le mot qui nous évoque toute la puissance en fait de l'art, de cette vérité, selon Heidegger, pour qui l'art en fait est une matérialisation de cette vérité, également une expression du sublime ou de cette pulsion de vie de l'éros chez Nietzsche par exemple. Donc, vous parlez notamment de cette œuvre de Louise Bourgeois, alors qui n'est pas dans le cadre de la performance, mais on parle plutôt de l'absence du corps là, de la sorcière, avec ce mémorial justement, puisqu'il y a eu beaucoup en fait, de massacres en, fait, en Norvège tout particulièrement, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et je voulais vous parler également de cette œuvre de Pieter Bruegel l'Ancien. Je me suis demandé dans quelles œuvres on trouve des figures de la sorcière dans l'espace urbain. Et souvent, en fait, les sorcières sont dans un espace naturel. Or, ici, on a une figure de la sorcière dans une ville en 1563, où on voit du coup un groupe de plusieurs femmes qui sont en train de piller et d'incendier en fait une ville. Là, en fait, c'est Doulgriette, Margot la Folle, qui cherche en fait à piller la porte du diable, la porte de l'enfer, que vous voyez sur la gauche, qui fait penser d'ailleurs aux architectures maniéristes. Et Pieter Bruegel l'Ancien, ici, a un regard assez critique sur le féminin et sur la figure de la sorcière, et ça renvoie à la pensée de Mona Chollet dans son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où elle explique que les hommes à cette époque-là ont peur de la colère des femmes, et donc ici on peut voir ça comme un pamphlet à l'égard des sorcières qui
qu'on les trouvait plutôt dans les campagnes et qui viendraient dans les villes pour semer le trouble. L'œuvre de Kristina Kristalova prend le total contre-pied de cette figure-là d'ailleurs. Sophie Calle, il me semblait intéressant de parler de cette artiste en tant que faiseuse de liens et ensorceleuse du réel, à travers justement la suite vénitienne où elle suit un homme à son insu pour construire son œuvre, qui est très subversive aussi et assez provocatrice pour l'époque. Valli Export également, puisqu'elle elle demande en fait aux passants de toucher sa poitrine à travers ce dispositif installé sur son propre corps. Il y a une dimension bien sûr provocante, mais une sorte de libération par la soumission où elle par l'activisme en fait féministe, elle développe en fait une sorte de révolution sexuelle aussi. Trisha Brown, avec Woman Walking Down a Ladder, traduit Femme descendant une échelle. Elle est photographiée par Babette Mangold, qui a aidé en fait à la construction d'une archive de la performance dans les années 70. Et Trisha Brown, ici, en fait, à travers sa recherche de performance avec le Judson Dance Theater, remet en question en fait tous les codes de la danse traditionnelle, en incluant des gestes du quotidien. Et ici, elle réalise sa performance sur un château d'eau, donc une figure aussi urbaine, mais en faisant une descente de cette échelle. Donc elle est totalement en fait sur un plan vertical mais elle-même à l'horizontale, donc défiant les lois de la gravité, et cela peut être associé à une certaine vision magique aussi du corps. On pense peut-être à la figure de la sorcière volante sur son balai, donc là on défie également les lois de la gravité. Alors, une artiste également, Anna Alprin, qui est inscrite dans ce Judson Theater. Alors, pour vous citer, par exemple, ceux qui en faisaient partie, John Cage, Merce Cunningham, Georges Brecht, pardon. Donc, toute une recherche sur le mouvement, sur l'expression aussi sensorielle intérieure, et notamment avec la performance The Blank Placard Dance, qui a été faite à San Francisco, où l'artiste reprend dans cette performance les codes de la manifestation, mais avec des panneaux blancs. Et c'était les spectateurs qui étaient invités à inscrire en fait leurs propres revendications sur ces panneaux. Suzanne Lassie et Leslie Labovitz, In Mourning and in Rage, en deuil et en colère, dénoncent également les massacres qui ont été faits sur les flancs des collines autour de Los Angeles, notamment 10 femmes. Et on voit en fait que cette figure engagée à travers la manifestation sont une des incarnations d'une vision d'une figure de la sorcière moderne, engagée, féministe, et qui donne forme en fait à son œuvre à travers ses revendications. Cynthia Montier, en 2021, réalise également une manifestation activisme ésotérique à travers une marche votive et performative, en partenariat avec le FRAC Lorraine. En fait, avant cette manifestation, elle a créé un tarot. C'est dommage qu'on ne voit pas. Un tarot de recherche qu'elle a nommé ainsi, qu'elle a totalement réinventé, ou en fait qui lui servent à construire le propos de sa manifestation. Est-ce qu'on parle d'activisme? Est-ce qu'on parle de manifestation passive? Et du coup, on arrive ici à un dialogue en fait entre une pratique occulte du tirage de tarot associée à une démarche engagée à travers la forme de la manifestation.
bien sûr, on pense aussi aux Guerilla Girls, qui, en 2005, ont été invitées à faire partie de la Biennale de Venise. Elles sont très connues aussi pour leur activisme, leur engagement pour la cause féminine, notamment sur la question de la représentation et du fait que moins de 5% des artistes d'art moderne étaient dans les musées, contre 85% des nus féminins. Myriam Lefkowitz aussi cherche à créer une sorte de connivence avec le spectateur en lui demandant de fermer les yeux dans l'espace urbain, et l'artiste va guider le spectateur pour qu'il puisse aborder en fait la ville sous de nouvelles sensations, notamment à travers la marche, l'écoute, aussi le toucher avec l'artiste. Et par moment, elle lui demande d'ouvrir les yeux sur certains plans, puis de les fermer, puis vient un autre déplacement dans la ville. Et donc, les spectateurs témoignent en disant qu'ils ont vraiment ils remarquent en fait des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues précédemment. Alors, pour l'occasion, j'ai interviewé en fait 4 artistes qui font partie de la scène internationale d'art urbain, notamment peut-être que vous connaissez Cashing, ou à traduire comme Encre Cash. Donc un franc-parler, ou en tout cas une radicalité dans l'expression, en fait, dans les représentations dans cet espace urbain. Et elle se déguise, en fait, elle se maquille en fait elle-même sur le visage à chacune en fait de ses performances. Une manière aussi de se réapproprier la technique du maquillage propre à elle-même, mais aussi elle arbore quotidiennement une moustache pour brouiller en fait la limite entre les genres masculins et féminins, et revendiquer aussi le fait qu'elle puisse en toute impunité le porter. Et même les figures qu'elle représente ont quelque chose de chamanique et de l'ordre du masque païen ou primitif. Chamanisme qui d'ailleurs servait d'inspiration aux doyens de la performance, que ce soit Joseph Beuys par exemple. Et Cashing, notamment, voilà, elle revendique cette liberté d'être soi-même et de se montrer au monde tel qu'on le souhaite et tel qu'on est, en toute liberté, chose que Mona Chollet aussi écrit en fait dans son livre. Elle nous dit « Être sorcière, c'est être subversive à la loi ». Donc la sorcière moderne ou l'artiste qui se rapproche de ces pratiques-là est subversive. Là, vous voyez par exemple la carte des diverses interventions qu'elle a fait du coup en mode vandale, hein, sans autorisation préalable aussi, et donc une expression libre et affirmée, notamment à Paris, mais voilà, un peu partout dans le monde. Donc j'ai échangé avec Eva Kachadourian également, qui a participé à l'Expo de Ouf à Nîmes en 2022, et qui, pour la réalisation de cette fresque, a collaboré avec les habitants, notamment pour faire une sorte de réassemblage en fait, des fragments de cette ville. Alors c'est Bernard Salignon, dans son livre « Qu'est-ce qu'habiter ?», qui dit justement que la rue en fait, est un espace de rencontre où on peut créer du lien, et dans une certaine définition des sorcières modernes, sont des faiseuses de liens, pour moi, de l'étude que j'ai menée jusque-là. Et donc, le travail de Eva s'inscrit un petit peu dans cette pratique-là. Noun également, qui reprend les figures de la nature, ici sur le pont de Seudre, peut-être que vous voyez, c'est en Charente-Maritime. Mais elle emprunte beaucoup des figures totémiques et très colorées, notamment ici avec Totem coloré à Nîmes aussi. Et pour finir,
monosourcils, pareil, qui représentent des figures en fait de la société urbaine, des travailleurs, des personnes en cravate, mais qui n'ont pas de sourire, qui sont aigris en fait par ce fonctionnement sociétal qu'ils ne jugent pas forcément épanouissant. Et ce monosourcil qu'elle aussi elle arbore, elle se dessine sur le visage comme voilà alors elle associe ça à Frida Kahlo, une de ses sources d'inspiration, pour revendiquer une libération du féminin et une abolition des genres. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Alors on est en avance maintenant, du coup. Non, 15-20 minutes, mais ça permet d'avoir un peu d'échange. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à destination de Lucille dans le public? Moi j'en ai une, c'est est-ce que ces artistes, elles revendiquent ces filiations? Est-ce que par exemple, parmi les dernières qu'on a vues, qui sont peut-être plus proches des pratiques du street art et du graffiti, est-ce qu'elles assument, vous avez parlé de Frida Kahlo, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que elles s'inscrivent consciemment, je dirais, dans une histoire et de manière revendicative dans cette histoire d'un art féminin et en tout cas produit et construit par des femmes? Alors en fait elles sont même pour certaines au-delà de ça. Par exemple Noun, elle est vraiment dans un au-delà du genre, c'est-à-dire que pour elle il n'y a pas en fait de cause ni masculine ni féminine. En fait il y a surtout une cause de l'être humain. Mais voilà, c'est un engagement primordial, je trouve, aussi et forte pour chaque artiste. Oui, après Kashink et Monosourcil sont plus inscrites dans cette revendication d'au-delà du genre, donc aussi au-delà du féminin quelque part. Donc oui, je pense que les artistes, elles ont une vision même elles voient encore plus loin en fait que ce féminisme qu'on peut voir aujourd'hui parfois. Pas de questions pour Lucille? Oui. Alors je cherchais justement une figure. Alors j'ai trouvé des choses, notamment en Égypte, où il y a des créatures à quatre yeux comme ça, et même en Inde, il y en a également. Exactement. Oui. Je n'ai pas mis d'image, mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'elle reprend des choses, mais je ne suis pas sûre qu'elle en ait conscience, parce que je lui ai posé cette question-là et ça lui est venu naturellement. Et oui, peut-être. Merci. Cette œuvre, est-ce qu'elle fait partie d'une commande? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'elle est respectée, puisqu'elle est dans Paris? Alors, sur le site de Kashink, vous pouvez voir la carte interactive des emplacements où elle a réalisé des fresques vandales, qui n'ont pas du tout, en l'occurrence ici, d'autorisation spécifique. Mais il y a des villes qui sont plus permissives, en fait, sur la création d'œuvres dans l'espace urbain. Montpellier, par exemple, aussi, ça se fait beaucoup. Après, je n'ai pas parlé de Nantes également, mais la ligne verte à Nantes, voilà, alors c'est des commandes, mais voilà, ça se démocratise de plus en plus. Mais oui, vous pouvez voir où elle se trouve sur le site de l'artiste. Merci. Apparemment, les derniers artistes que vous nous avez proposés sont plus des street artistes que des artistes tout court. Est-ce à dire qu'il y a plus d'artistes féminines dans le street art que dans d'autres domaines? Alors, apparemment, en fait, il y en a de plus en plus, alors qu'à la base, c'était un milieu très masculin, parce que dangereux, parce que voilà, exposé en fait, hein, et la rue d'ailleurs était un espace interdit aux femmes pendant de nombreuses années.
même par le passé. Et par contre, ça se démocratise complètement. Et elles le remarquent que dans leur entourage, il y a de plus en plus de femmes qui... les artistes que je vous ai présentés ? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Après, elles sont en recherche aussi de projets en partenariat pour être rémunérées, bien sûr. Mais au début, elles arrivent dans ce monde du street art par passion, en fait, pas par recherche spécialement d'adrénaline, mais plutôt pour la dimension corporelle aussi que ça représente, justement. C'est aussi ce que je voulais dire à propos de ces artistes-là, c'est que peindre en grand, à l'échelle d'une ville, face au corps, en fait, de l'architecture, avec notre corps d'être humain, eh bien, c'est un défi, parce qu'il faut se mesurer à des dimensions monumentales, exceptionnelles, et donc c'est une vraie performance physique. Il faut monter sur des échafaudages, il faut s'étendre. Même Mono Sourcil apparente ça à de la danse. Okay. Il y a la dame. Oui, je suis en train de penser, il y a aussi toutes ces femmes qui mettent leur corps dans l'espace public ou dans des performances physiques où elles sont là, souvent avec des moyens, enfin, pour interpeller sur... je pense à Marina Abramovic, mais bon, c'est de la vieille histoire pour vous. Mais... Oui, je connais très bien, pas personnellement, mais je connais très bien le travail de Marina Abramovic, mais il ne me semble pas qu'elle ait fait d'œuvre dans l'espace urbain. Tout le temps, elle est dans une galerie ou elle est au MoMA de New York, mais pas dans l'espace urbain. Et même Valier Export a fait beaucoup de performances, mais dans des galeries, dans des lieux. Et c'est vrai qu'on se sent plus protégé, en fait, dans une galerie ou dans un musée. Orlan, peut-être, il faudrait, oui. Oh, oui. Ah non. Corps là, à l'embrasser pour 5 francs, homme ou femme. Hein. J'ai vu ça dans une rétrospective à Saint-Étienne, puisqu'elle est originaire de Saint-Étienne. Donc, c'était en 1976. Bon, ben voilà. En effet, effectivement, Orlan a réalisé des performances et je pense à une autre qui s'appelle Mesurage, où quand elle est jeune, elle marche dans la ville, mais avec son corps, elle mesure. Donc elle se met par terre, à l'horizontale, et elle mesure Saint-Pierre de Rome, combien le monument de Saint-Pierre de Rome vaut de Orlan, de corps d'Orlan. Et c'est une action qu'elle a continuée encore maintenant. Enfin, c'est une constante. On donne la parole à Alice. Merci encore, Merci beaucoup, Lucille, pour votre intervention. Je le rappelle, après l'intervention d'Alice, on aura, si vous le souhaitez, l'occasion d'élargir les sujets, peut-être de recroiser aussi ces différentes prises de parole. Alors Alice, c'est artiste et poète, je le disais tout à l'heure. C'est aussi évidemment quelqu'un qui a étudié à l'ESADAR, donc ça a évidemment une connexion très concrète avec la ville du Havre. Et vous aviez présenté votre œuvre qu'on a d'ailleurs vue en image dans l'intervention de Lucille, ce qui était très agréable de votre part, Lucille, de présenter une œuvre d'Alice. C'était en 2020. En 2020. Je vous laisse commencer, Alice. Alors vous avez le droit de déborder de quelques minutes, puisque Lucille vous a laissé quelques minutes de rab. D'accord, merci. Bonjour, c'est assez impressionnant pour moi d'être invitée à cette table ronde, dans la mesure où j'ai donc été étudiante du Master de création littéraire du Havre de 2017 à 2019, et que j'ai pu assister à d'autres conférences et entretiens dans la maison de l'étudiant pendant ma scolarité. Donc merci pour cette invitation. J'ai suivi le parcours Arts Médias Environnement de l'ESADAR, ce qui m'a permis, grâce à un partenariat entre ce cursus et le festival Un été au Havre, de proposer une œuvre dans l'espace public donc, en 2020.
Donc, je vais d'abord vous parler de cette expérience et de la manière dont celle-ci a fait grandir mon regard sur l'art dans l'espace public. Je vais ensuite vous présenter 2 performances qui me permettront de vous présenter ma démarche et un travail littéraire de longue haleine qui provient de l'espace public et qui illustre ma conception du féminisme. En même temps, je vous présenterai ma relation à l'archétype de la sorcière et le rapport entre les valeurs qu'elle véhicule et ma vision de l'art dans l'espace public. Si c'est possible de diffuser la vidéo de l'œuvre, la première. Ouais. Donc on commence par cette expérience d'exposition dans les rues du Havre, plus précisément dans le bassin du commerce qui a lieu en 2020. Donc ça fait 2 ans que j'ai conçu la phrase « le liquide pour seul réel » et j'ai eu le temps de tirer de nombreux fils sémantiques à partir de cette phrase. J'ai choisi d'utiliser un matériau miroitant pour la surface des lettres, qui font chacune 2 mètres par 1,30 m. L'œuvre totale, monumentale, représente une longueur de 36 mètres. Pour autant, elle reste discrète. En effet, il faut monter sur la passerelle pour pouvoir la lire, et parfois, selon les marées, il faut même se pencher. Mais quand l'œuvre est bien visible, on voit les couleurs du ciel se refléter dedans, et les passants du quotidien peuvent apprécier le passage des nuages sur les lettres, le nuancier de couleurs selon le moment de la journée ou le temps qu'il fait. Cette œuvre est faite pour rester subtile, malgré la taille de son lettrage. D'ailleurs, même si la phrase garde une tonalité d'assertion, la dimension poétique de celle-ci est cultivée par son écho avec le support de l'œuvre. Le liquide pour seul réel repose sur un liquide, l'eau du bassin, et sa proximité avec le casino renvoie à l'autre acception du mot liquide, le liquide comme l'argent cash. Je n'avais jamais participé à un festival d'une telle importance, ni exposé une œuvre monumentale dans l'espace public. L'œuvre était appréciée des Havrais, certains la voulaient même pérenne, mais son exploitation dans le bassin du commerce posait problème avec l'école de voile. Dès les premiers tests, je voyais bien la réticence des directeurs du club nautique et la problématique évidente qui reliait une œuvre d'art contemporain dans un matériau esthétique relativement fragile avec des enfants de 10 ans lancés à toute vitesse dans leur petit bateau. La problématique de trouver un consensus m'a posé question. Comment intégrer la vision des habitants, habitantes et des usagers, usagères de l'espace quand on investit l'espace public ? Au final, on a dû retirer l'œuvre 1 mois avant la fin du festival pour 2 raisons. L'eau salée avait attaqué les matériaux et les algues commençaient à proliférer sur la surface de celle-ci, et l'installation avait été passablement déformée, certainement par quelques passages de bateaux d'enfants incontrôlés. Mais l'expérience Un été au Havre 2020, c'est aussi l'ouverture auprès des habitants, habitantes et autres gens de passage, un atelier d'écriture à ciel ouvert. Il compte alors déjà pour moi d'inviter ceux et celles qui le souhaitent à participer, à partager leur vision, à s'emparer de l'œuvre avec leur poésie à eux, à elles. Je vais mettre en parallèle cette œuvre sculpturale et une pratique bien plus humble que j'ai déjà commencé à expérimenter en 2020 et que j'appelle l'écriture spontanée de rue ou poésie publique. C'est possible de mettre la photo. Je tiens à mettre ces 2-là en parallèle pour illustrer le fait que la manière d'investir l'espace public peut être multiple et que la poésie qui est véhiculée n'a pas besoin d'énormes moyens pour diffuser un effet surprenant pour les passants et les passantes. Ma performance d'écriture spontanée dans l'espace public consiste à créer du texte sur mesure pour les intéressés, à même la rue, en 1/4 d'heure. J'utilise systématiquement une machine à écrire qui me permet avant tout d'éveiller la curiosité. Nous sommes assis face à face, généralement dans les marchés alimentaires. J'ai une signalétique et un dispositif léger, fait d'une table et chaises pliables, de signalétique en bois et d'un peu de décoration. Les échanges avec les passantes sont très spontanés. Selon leur choix, je leur compose sur place un poème issu d'un thème donné, en faisant leur portrait écrit ou en leur tirant le tarot. Il m'intéresse de créer une bulle intimiste au sein d'espaces aussi populaires et ouverts que le marché. Ce qui m'intéresse également, c'est la capacité à faire de la poésie un catalyseur de rencontres. Je soigne tout particulièrement le texte produit et l'objet qu'il devient. Le geste est dans l'immédiateté. Souvent, le poème ouvre un dialogue ou un témoignage qu'il aurait été difficile de déclencher autrement. En cela, investir l'espace public avec de la poésie permet d'affirmer une certaine forme de magie. Je parle de la capacité à créer des espaces intimes dans la rue, sans mur et sans paravent, avec seulement la parole et une confiance pleine de curiosité pour liant. On est nombreuses à honorer la poésie, à la défendre, mais il existe beaucoup de conceptions et de définitions de celle-ci. La mienne est basée sur un ouvrage québécois porté par l'équipe de Nouveaux Projets sorti en 2020. Il s'appelle « La vie habitable »
Et c'est un recueil de textes coordonné par l'autrice, comédienne et metteur en scène Véronique Côté. Le sous-titre de ce livre, Poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire, annonce déjà la couleur. Dans cet ouvrage, l'autrice commence par une liste de définitions dites impossibles. Et je vous partage un extrait de celle du mot poésie. Je parle de poésie, je ne parle pas de poème. Je parle de la poésie en marche. Poésie debout, mouvante, émouvante, bougeant en nous, et nous invitant de ce fait à nous mettre en mouvement, hors des systèmes, à côté des ornières, dans lesquelles nous marchons sans plus jamais nous demander pourquoi nous empruntons tous les jours ces trajets creusés par l'habitude, par l'inquiétude et par l'ennui, sans plus jamais nous demander pour qui, pourquoi nous restreignons nos possibles à ce point. Hors des balises de sécurité se trouve une forme de magie immémoriale qui parfois nous est donnée, le plus souvent sans avertissement. Ainsi, la poésie a quitté la littérature. C'est une forme d'action, une manière d'influencer le réel. Elle est l'encouragement du tout possible, une manière de réenchanter le monde. Cette magie dont parle Véronique Côté, il me semble qu'elle est la substance même du rôle de l'artiste, et qui plus est du rôle de l'artiste dans l'espace public. Tout comme elle, je pense que la société contemporaine manque de poésie de manière terrifiante. L'individualisme, l'isolement, la xénophobie et toute autre forme de peur de l'autre sont alors vraiment à réfléchir dans une dynamique de réenchantement des possibles. Comment proposer une expérience la plus inclusive possible ? Surtout, comment donner confiance ? En 2019, je suis sélectionnée pour participer à un programme tripartite catalan, grâce auquel mes créations seront exposées entre Perpignan, Gérone et Majorque. Mon souhait est d'emblée de créer un espace-temps magique. Encore étudiante, je fais de nombreuses recherches sur les différentes symboliques présentes dans ce territoire transfrontalier et imagine pour le festival Inundart de Gérone une performance que j'intitule Infusion. Celle-ci consiste à partager avec les habitants, habitantes et autres passants, passantes une tisane, faite d'une composition de plantes cueillies dans les montagnes des Pyrénées-Orientales. Le mélange est inspiré de symbolisme, du thym d'un côté de la frontière, du romarin de l'autre côté, et une nappe brodée, d'une immense rose des vents pour symboliser les espaces. Les participantes sont invités à écrire des textes libres sur les thématiques de la transmission, des plantes locales et de la sorcellerie. Il y a là-bas une tradition, au solstice d'été, de cueillir le bouquet de la Saint-Jean, et d'autres relations à des breuvages traditionnels reviennent dans les écrits, tels que le ratafia, liqueur qui doit mûrir 40 jours au soleil pour être bonne, etc. L'idée était de créer un art intime, un art rituel, et de faire dialoguer un référentiel commun avec celui des passants, un référentiel attaché à cette question de sorcellerie. C'est possible de diffuser le 3e extrait ? Merci. Donc j'ai adapté la performance à l'imaginaire et l'esthétique havrée pour mon diplôme et une exposition à l'Artothèque de l'Lézadar en 2020. Cette fois-ci, je suis allée cueillir des plantes comestibles et exotiques au jardin suspendu, en référence au long voyage effectué par certaines plantes dans les soutes des bateaux. Les verres étaient des tubes à essai, afin de rappeler les cheminées EDF et l'empreinte de la chimie dans cette ville portuaire. La tisane est bouillie dans une cafetière à dépression et partagée avec les gens présents. De petits sucres cubes emballés dans des poèmes permettent d'adoucir la tisane. Complètement portée par les symboles, avec une démarche participative, c'est une performance conviviale. Ainsi, mes œuvres sont le fruit d'un processus de création souvent in situ et fréquemment en contact direct avec les habitants, habitantes. Mon souhait est avant tout d'accueillir chacun, chacune dans l'expérience poétique proposée. Ainsi, je cherche le moyen de transmettre le poétique par des gestes, des objets, des installations ou créations sonores, avec un processus de recherche, souvent basé sur le collectage. Mon parti pris est celui de la matière, plus que du numérique. J'aime réutiliser des méthodes considérées comme anciennes pour proposer un échange, comme la correspondance épistolaire par exemple. Ma création trouve sa source dans les mots. Le texte est la matrice de ma réflexion et de mon expérience artistique. Alors, j'en viens à ce texte que j'ai concocté, comme peut-être certains d'entre vous sont en train de le faire en master de création littéraire. Je tenais à parler de cette expérience textuelle parce qu'elle est issue d'observations menées dans l'espace public. En 2013, j'arrive à Avignon pour commencer une hippocagne et j'ai 18 ans. J'habite intramuros et je découvre qu'il y a énormément de madones au coin des rues, ces petites statuettes de pierre de la Vierge plus ou moins cassées.
La ville étant l'ancienne cité des papes, elle regorge de plus d'une centaine d'entre elles. J'entreprends de les cartographier. Pendant mon temps libre, je les photographie, je m'inspire d'elles. Je ne sais pas encore ce qui me fascine, mais je comprends plus tard que c'est l'archétype féminin qu'elles véhiculent, et que j'ai du goût à repenser, à réinvestir d'un autre sens. C'est en dernière année de création littéraire que je reprendrai toutes ces notes à leur sujet et composerai un recueil de poèmes intitulé Madone, que c'est lui, et j'ai emmené aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, j'en ai emmené d'autres. Pour écrire ce texte, j'ai été animée par des recherches idéologiques dans le champ de la réflexion féministe, me posant la question de l'essentiel féminin, du féminin sacré, de l'empowerment, sans finalement trancher entre féminisme essentialiste et matérialiste, sans décider une sacralité particulière ou plus prononcée aux femmes. C'est que souvent, j'étais piégée par cette envie d'écrire sur la femme avec un grand F, en sachant très bien qu'elle n'existe pas. Comment ces petites madones dans les rues d'Avignon m'ont-elles modifiée dans ma vision du rôle de l'artiste, et qui plus est femme, dans l'espace public? Pour répondre à cela, il faut dire que mon processus de création est un cheminement qui mêle l'humain, le symbolique, le langage et la matière. C'est une forme d'alchimie, guidée par une croyance, la foi en l'humain et en sa poésie intrinsèque. Je crois en la parole performative. Je sais qu'un poème offert à l'angle d'une rue peut remuer, voire bouleverser la personne qui le reçoit. Je sais que les messages et le langage permettent d'ouvrir des portes, de briser des peurs, d'inventer des mondes. J'ai vu que les petites madones n'étaient pas que des statues chrétiennes, mais qu'on pouvait leur investir d'autres symboles, choisir qui elles étaient, tout comme l'on peut choisir qui être soi-même. Je défends la capacité de la poésie à réunir, à adoucir, à renforcer notre confiance en l'autre, en l'inconnu. Pour moi, l'art est une pratique spirituelle et politique, tout comme la sorcellerie. Ainsi, j'aimerais citer un article intitulé « Renouer les charmes », trouvé dans le dernier numéro de la revue québécoise Spiral Magazine. L'auteur, Martin Hervé, écrit « Signe d'un recalibrage de l'ancestrale polarisation entre raison et intuition, la sorcière fait partie de ces tropes politiques qui invitent à créer ou à renouveler nos manières d'être, de penser, et d'entrer en relation avec ce qui nous demeure résolument étranger, dans le monde comme au fond de nous-mêmes. Avec l'espoir que l'affect, la sensibilité et l'imaginaire arriveront un jour à participer de plein droit à des modes de connaissance, mais aussi à des formes d'organisation sociale inédites. » Fin de citation. Tout comme Martin Hervé, je vois l'archétype de la sorcière comme une manière de réinventer et réinvestir nos imaginaires, notre pouvoir démocratique, notre pouvoir de décision, notre manière d'influencer notre propre réel. Je parlais d'alchimie. Pour moi, c'est la poésie vivante qui est alchimique. C'est la possibilité d'infuser des notions de partage, de douceur, dans les mailles très communes et quotidiennes de la société. De la même manière, je pense que chacun, chacune peut être une sorcière, si tant est qu'il ou elle est en relation avec son pouvoir du dedans, comme l'appelle l'écoféministe Starhawk. Les sorcières ne doivent pas être uniquement des femmes. Je défends moi aussi une vision non binaire du genre, du pouvoir et du monde. Alors tout comme chacun peut s'emparer de son pouvoir symbolique pour en faire de l'art ou de la magie, il s'agit de ne pas enfermer les genres dans des critères, dans des caricatures. Tout comme beaucoup de personnes de ma génération, et de manière universelle, intemporelle, je souhaite que le mouvement de la pensée soit possible, et que chacun, chacune puisse quitter les fantasmes d'archétypes féminins et masculins pour entrer en contact avec une réalité plus mouvante, moins manichéenne. Voilà aussi une manière de reprendre du pouvoir sur le monde. Pour conclure, je tiens à dire que la démarche de ce colloque corrobore avec tous les partenaires qui me contactent pour que je puisse proposer mes performances poétiques dans l'espace public. Je pense à des projets comme Pavillon Témoin, entre le quartier de la Grand-Mare à Rouen et de la Boucle de Roumare, où je passerai cet été 2 semaines à investir les rues, les places, poser ma cabane à poèmes à côté du distributeur de pain. Investir l'espace public, c'est entrer en relation avec la quotidienneté du regard des habitants, habitantes, avec l'évolution constante de l'espace et l'usage de nouveaux possibles proposés par les œuvres. Si l'œuvre est pérenne, cela vient communiquer avec l'image de la ville et en quelque sorte l'identité des habitants. Affirmer des œuvres engagées dans l'espace public, par leur processus de création en termes de collectage, par leur forme symbolique, cela permet de déconstruire un imaginaire collectif, réinventer de nouvelles formes visuelles liées à une vision plus douce et altruiste des formes et conceptions du monde. L'enjeu est d'être capable, en tant qu'artiste femme, qui travaille majoritairement dans l'espace public,
de concevoir des œuvres aux enjeux techniques exigeants, tout en gardant le sens de celles-ci. Composer intelligemment et nouvellement entre rationalité, technicité, matérialité et symbolisme, expérience d'altérité, faculté à percevoir l'invisible. En d'autres termes, garder son intuition. Merci beaucoup Alice pour cette intervention très, très inspirante et poétique en effet, mais je ne sais pas s'il était nécessaire de le préciser. Est-ce que vous avez des questions pour Alice et peut-être plus généralement sur l'ensemble des intervenantes de cette table ronde? Pas forcément des questions d'ailleurs, ça peut être des affirmations. Moi j'en ai. Oui. Donc comme j'ai le micro, je me permets. Donc merci beaucoup à toutes les trois. Alors peut-être juste un bref témoignage. Je vais pas trop raconter ma vie, hein, mais et puis une question aussi. Donc j'ai sur H2O égale $. Moi, en fait, j'habite. Il me semble qu'il y a eu des premiers tests d'installation de l'œuvre pendant le confinement au printemps 2020. Et moi, j'ai la chance d'habiter. En fait, le bassin du commerce était dans mon périmètre d'1 kilomètre. Et donc, j'allais me promener au-dessus de la passerelle et j'ai vu apparaître ces lettres. Au début, on ne distinguait pas très bien ce que c'était. Et c'était un sujet et ma voisine avait le même trajet de promenade. Et donc, c'était un objet de discussion et de curiosité entre nous. Je me rappelle même avoir écrit un tweet à la ville du Havre pour essayer de savoir ce que c'était. Donc, je pense que à ce moment-là, la poésie était encore plus nécessaire peut-être et l'art était encore plus absent que d'habitude. Donc, ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Et sinon, une question à Daniel Gutmann, ces corps, ces foules que crée Magdalena Abakanowicz, pour moi j'ai l'impression que ce sont essentiellement des corps masculins, des silhouettes masculines, vous avez dit en plus très anguleuses, minces, et ça m'a rappelé aussi l'armée des soldats enterrés en Chine. Je ne sais pas si c'est une référence pour elle. Est-ce que vous croyez que c'était une décision de sa part de représenter des corps essentiellement masculins? Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on perçoit à travers les œuvres que je vous ai montrées. Mais il y a d'autres œuvres. Il y en a une qui montre une œuvre publique qui est peut-être moins réussie, mais qui montre des enfants. Et d'autres sculptures, mais peut-être pas publiques, en jute, où il y a des femmes et des hommes. Mais c'est vrai qu'on a l'impression plutôt de corps aux proportions masculines, et oui, tout à fait. C'est lié à cette analyse, vous avez dit que c'était des œuvres d'art aussi sur la terreur, sur les foules, les foules qu'elle a pu voir, oui. Sur la violence, oui. Je ne sais pas, dans des régimes dictatoriaux qui étaient peut-être quand même plus portés par les hommes. Oui, je pense, puisqu'elle a subi les nazis, puis ensuite l'époque soviétique, donc elle a vraiment vécu toute sa jeunesse, toute son enfance, son adolescence, et plus encore dans ces atmosphères. Et vous avez raison, pour les soldats de Xi'an, c'est une référence qu'on donne parce que on aurait découvert ces soldats plus ou moins à la même période où Abakanowicz réalisait ses foules. Mais elle-même n'en parle pas tant. J'ai pas vu de propos d'elle là-dessus. Elle parle beaucoup des foules jusqu'au règne animal. Elle parle des oiseaux, elle parle des groupes. En fait, elle navigue aussi dans des domaines liés à l'univers de la forêt, des animaux, et elle a bien d'autres œuvres qui ont trait au rapport à la nature. Elle dit par exemple aussi que ces foules lui font penser, quand elle les a vues, à des arbres qui tendaient leurs branches. Donc ayant vécu comme ça dans la forêt, enfant, à la campagne, je crois qu'elle fait des associations aussi avec ces aspects-là. Merci pour ces précisions.
D'autres questions, des interventions spontanées, une performance peut-être dans le public, peut-être que ça a inspiré une forme de libération. Ce serait une question pour Alice Baud, parce que moi justement j'ai étudié à l'ESA d'Art de Rouen, donc je connais bien la Grand-Mare. Et justement, comme tu parlais du marché, de ces interventions, la Grand-Mare c'est quand même assez calme. Il n'y a pas beaucoup de passages, donc je me demandais s'il y avait je sais pas, un endroit très spécifique où tu comptais te placer pour avoir du passage, quoi. Ouais, vous m'entendez? Oui, ah super. On a fait des repérages en janvier avec l'équipe d'Emmanuel Vaudine pour ça, et sur la dalle de la Grand-Mare, en fait, il y a plein de, il y a quand même un peu de commerce, et il y a du passage, et comme ça sera en plein été, j'ai bon espoir qu'il y ait du monde. Déjà, quand on est venu en repérage, il y avait, les gens étaient curieux. Quand on présentait la proposition, il y avait une certaine forme d'engouement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se déplier, mais en tout cas, ça sera surtout sur la dalle devant le centre André Malraux. Voilà. Alice, j'avais envie de vous poser une question depuis longtemps, depuis que vous avez réalisé votre pièce sur le bassin du commerce. J'ai cru comprendre que sur le plan technique, il avait fallu faire un certain travail de recherche. Et c'est vrai que la commande publique est liée aussi à cette dimension de faisabilité technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, tout d'abord, c'était une œuvre qui était prévue pour 2019. Et comme on s'apercevait bien qu'on n'était pas en mesure de proposer quelque chose de suffisamment solide pour l'année, ça a été reporté à 2020. Et on a fait 2 tests différents. Le premier qui a tenu 2 jours, même pas, 1 jour. C'était écrit le. C'était le début de la phrase seulement. Et vraiment, ça n'a pas du tout tenu. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des enjeux de marnage. Parce que le bassin du commerce, il y a des marées. Le sel, parce que c'est le bassin le plus salé du Havre. Et la fameuse école de voile. Donc, on a refait un test oil, parce que c'était les 3 lettres avec des amplitudes différentes. Mises dans ce sens-là, c'était marrant, parce que comme c'était l'huile flotte sur l'eau, donc c'était oil qui flotte. Puis c'était l'occasion de faire un jeu de mots en plus de faire un test. Mais bref, ce test-là était plus convaincant. Et finalement, donc il y a eu cette production, mais à vrai dire, l'atelier qui a produit l'œuvre, l'atelier Nawak et Ventilo de Saint-Denis, c'était époustouflant de voir la relation à la typographie, l'écart des lettres. Moi, j'avais choisi la typographie. En fait, j'avais fait énormément de choix, mais au niveau de la faisabilité, c'était vraiment une étude mathématique. Et moi, les mathématiques, c'est pas exactement mon domaine de prédilection, on va dire. Alors oui, il a fallu énormément de temps pour peaufiner la proposition, et beaucoup de confiance aussi, en se disant on voulait une position de l'œuvre qui soit exactement à fleur d'eau, qui surnage pas, qui soit pas sous la surface de l'eau. Alors comment on fait pour lester avec des pains de 36 kg une phrase qui fait 36 mètres de long et qui va monter et descendre selon la marée? Je vous laisse réfléchir à ça 2 minutes, mais moi j'ai fait des études littéraires, quoi, donc en fait j'ai passé 2 ans sur la phrase, à la réfléchir, à la mûrir, mais après l'angle de déplacement n'était pas évident, donc oui, ça a pris du temps, et c'est pour ça que c'était en 2020. Donc. Si je peux abonder dans ce que vous venez de dire, c'est vrai que dans ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de figures, des formes en tout cas individuelles, c'est-à-dire que là on se dit c'est une artiste qui prend telle décision, et qui probablement dans les formes très liées à l'art des graffitis, souvent
peut n'impliquer que l'artiste, mais la plupart, même des œuvres de Marina Abakanowicz, il faut imaginer qu'effectivement, il y a des équipes derrière, il y a forcément des gens qui accompagnent ce mouvement et qui sont souvent dans l'ombre de l'histoire. Les techniciens dont vous parlez là, les bureaux d'études, les ingénieurs, et évidemment, je mets tous ces mots au féminin, puisqu'il y a aussi évidemment des femmes qui travaillent dans ces équipes techniques. Elles sont souvent reléguées au second plan, parce que leur nom n'apparaît pas, bien sûr, mais ils rendent possible, ils rendent possible ces œuvres, et c'est vrai que, quelque part, c'est les gens qui ont accompagné Niki de Saint-Phal, tout au long du XXe siècle et un petit peu avant, étaient les premiers, finalement, à croire et à ne pas se poser la question d'une forme d'un art féminin ou masculin, puisque dans les fonderies, il y a aussi des femmes, et quand il faut fondre ou travailler techniquement à accompagner, par exemple, Niki de Saint-Phal, faut avoir une certaine foi dans le travail de l'artiste, il faut s'y engager, et c'est vrai qu'on ne l'a jamais peut-être vraiment envisagé, mais toutes les équipes techniques, c'est peut-être les premières à ne pas se poser cette question, finalement, et puis à accompagner une œuvre d'art jusque dans sa plus grande utopie, et à y croire jusqu'au bout. Je dis ça parce que nous, on est en ce moment en train de préparer la saison 2023 et on est tout à fait confronté à ces questions de réalité, d'utopie, de faisabilité, de budget, tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour nous, c'est toujours l'œuvre la plus extravagante est toujours un sujet extrêmement sérieux qui demande énormément de travail. Il y a cette année évidemment des femmes invitées dans un été off, bien entendu, et on aura dans les saisons à venir. Il y a toujours cette solidarité qui est que ce que je trouve très beau dans les métiers qu'on fait, c'est que le projet est fédérateur. Moi, je dis toujours le Dieu projet. J'ai toujours pensé comme ça, c'est-à-dire que le projet il nous est quelque part supérieur et souvent d'ailleurs il dépasse même l'artiste parce que j'imagine que quand vous réalisez cette pièce, elle vous échappe d'une certaine manière. C'est une question de flottaison, de poids, de pérennité, d'attaque du milieu, etc. Ça dépasse finalement et ça va au-delà de ce que vous aviez même pu imaginer. Et c'est là où le projet il se partage avant tout dans une sorte d'équipe un peu resserrée comme ça, et où les choses se cristallisent, où le projet peut évoluer. Et c'est des moments très très beaux qui ne sont pas du tout livrés au public, parce qu'on les documente parfois, mais rarement. On a des documents de Niki de Saint-Phal, évidemment. Enfin, on a souvent des documents historiques quand même sur ces moments, mais c'est pas ce qui fait l'histoire. C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les livres d'histoire de l'art. Et c'est la réalité pourtant de ce qui fait naître ces œuvres. Et c'est tout ce que le public ne voit jamais, en fait. Parce que souvent on a l'impression que c'est sorti comme ça, mais là on le voit bien évidemment, c'est une œuvre qui demande près de 2 ans de développement. Les bronzes qu'on voyait de Marina, c'est forcément énormément de développement aussi, il faut que ça résiste au vent, il faut que ça puisse s'ancrer dans le sol, etc. Et donc ces équipes en réalité elles sont sur des questions très concrètes, mais elles sont complètement baignées et infusées, pour reprendre votre expression, par cette dimension artistique de l'artiste qui à chaque réunion, à chaque décision donne de l'énergie comme ça, et c'est très c'est la chance qu'on a de passer tout le temps par des hauts et des bas en fait, parce que un jour c'est possible, le lendemain ça marche plus parce qu'il y a du sel dans le bassin et que l'œuvre est en train de s'auto-détruire, mais en fait c'est la réalité de ce travail artistique qui est toujours une énergie. C'est jamais l'idée la plus simple n'est jamais aussi simple qu'on l'imagine. Même écrire un mot sur un mur, en fait ça va poser des tonnes de questions. Et donc je voulais juste souligner cette dimension collective en réalité, depuis l'impulsion d'une artiste, d'un individu et d'une femme, dans les cas qu'on a pu étudier. En réalité, derrière, c'est des équipes qui sont embarquées, et c'est cette beauté-là qui fait la force de l'art et d'un art contemporain, même quand il est éphémère, même quand il est performatif, même quand il dure 10 minutes. Il y a toujours derrière une histoire extrêmement chargée, extrêmement dense de relations avec des personnes. Et je voulais juste apporter ce petit éclairage par rapport aux lettres, et c'est ce qui fait la beauté aussi d'un ETEAF, mais pas que d'un ETEAF, bien sûr. C'est tout cet engagement qui ensuite est livré à l'interprétation, qui parfois peut être jugé en quelques minutes, balayé d'un revers de critique, et qui ne connaît pas, en fait, ne tient pas forcément compte de toutes ces relations très fortes qui se sont accumulées derrière la livraison de l'œuvre. À titre tout à fait personnel, je voudrais vous remercier, toute l'équipe et les organisateurs et toutes les personnes qui sont intervenues, à 3 titres. D'abord parce que je trouve que c'est une merveilleuse journée des femmes. Deuxième titre parce que ça m'a fait ressourcer un petit peu mes
mes souvenirs d'enfant avec les sorcières, et ça nous les a familiarisés autrement. Et puis, à troisième titre, c'est que je suis ravie de voir autant d'artistes féminines. Nous allons donner la parole à un homme, me semble-t-il. Je ne suis pas le seul. Oui, merci en tout cas pour ces interventions. Je n'avais pas prévu de venir aujourd'hui, je vous l'avoue, mais j'ai eu la chance de croiser Véronique Buis en début de semaine, qui m'a dit qu'il y avait cette journée, parce que la communication n'est pas toujours facile pour ce genre de manifestation. Et je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde. Alors je ne suis pas présenté, je suis Camille Galap, l'ancien président de l'Université du Havre entre 2005 et 2012. Donc j'étais un petit peu à l'origine de ce master en création littéraire. Quand je vois la production aujourd'hui de cette étude, je suis très fier, très heureux d'avoir soutenu cette démarche à l'époque. Et puis les collègues qui sont là. Laurence, hein, c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Donc, voilà. Donc, et puis, j'ai voulu rendre hommage à cette démarche, mais il y a un élément important qui me semble, par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur le travail qu'il y a en back-office, sur la préparation des... Moi, ce que je souhaiterais, je formulerai un vœu, là, c'est qu'au regard de ce qui a été dit aujourd'hui, quand on voit parfois les compétences croisées qu'il y a entre les différentes écoles présentes sur le territoire, je pense qu'il faudrait qu'on ait davantage de lieux de partage pour pouvoir lier la recherche et la création. Aujourd'hui, une étudiante, en l'occurrence de l'ESADA, qui a un projet monumental. On a des laboratoires de recherche en mécanique des fluides à l'Université du Havre. On a des collègues qui travaillent sur les matériaux composites. Donc, je crois qu'il faut qu'on accentue ces relations entre les différents établissements, qu'on ait des lieux de rencontre, de discussion, pour justement, au regard de grands projets à l'échelle de la ville du Havre, qu'on ait la possibilité de faire des propositions, de travailler en collaboration, on le fait déjà, hein, mais accentuer un petit peu et s'appuyer davantage sur la force en recherche qu'il y a à l'Université du Havre. Alors, c'est pas toujours possible, on ne fait pas toutes les... Mais là, en l'occurrence, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, je me demandais comment les lettres pouvaient se positionner dans le bassin. On a un canal à houle, on a des chercheurs, des étudiants qui peuvent s'impliquer dans des projets communs, des projets de recherche, et il y a des éléments. Alors, je sors d'une administration provisoire à l'ENS Paris-Saclay, qui est l'ancien ENS de Cachan. J'ai présidé cet établissement pendant 6 mois. Ils ont une scène de recherche où on va allier des artistes avec des chercheurs dans différents domaines. Donc, je crois qu'on a suffisamment d'ingrédients au Havre pour pouvoir développer ce genre de démarche, recherche, création, dans différents domaines, notamment dans le domaine de la littérature. Et voilà, c'était pour faire une petite suggestion pour... voilà.